l'illusion de vouloir de la stabilité, enfin, vous pouvez continuer à y croire, hein, et nous, ça nous permettra de continuer à vous faire cliquer sur nos pubs Facebook parce que c'est ce qui fait le plus cliquer. Euh, mais la réalité, c'est que Et du coup, ce que ça m'évoque en moi, cette discussion, c'est qu'en réalité, quand je parle de contrôle ou de maîtrise, ouais, euh, je me- tu réagissais sur ces termes-là tout à l'heure, et ouais, du coup, je me demandais, mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire aussi chez moi, ce terme-là? voilà. Et en fait, c'est pareil avec des closers parce que le closing, c'est une performance sur un temps donné. Ouais. Et donc, plus le closer a de pression, plus justement il va avoir deux voix, il va plus pouvoir être présent dans le call Ouais. parce qu'il y a justement plus d'interférences. Du coup, il fallait que je vende. J'avais ce besoin de vendre. Et forcément, c'était les mois où j'avais l'impression que c'était le plus dur. Je veux dire, je comprends pas comment ça se fait. Les clients, ils veulent plus signer. Ça y est, l'enregistrement est lancé. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode. Vous savez, avec Julien, on a lancé la semaine dernière un nouveau concept d'émission dont l'objectif est de pouvoir partager aux entrepreneurs qui sont dans cette intention de vouloir développer leur activité, de vouloir scaler, de vouloir passer à l'échelle, passer de 6 à 7 chiffres, pouvoir structurer leur entreprise, automatiser leur entreprise de sorte à atteindre de nouveaux résultats sans sacrifier leur valeur, sans sacrifier leur épanouissement. Et notre objectif, notre intention avec cette émission, c'est de pouvoir discuter ensemble, tous les deux, sur les sujets clés par lesquels Julien est passé dans son développement de chef d'entreprise, par lequel j'ai pu passer également avant qu'on s'associe auprès de ma propre entreprise, partager notre expérience, partager nos idées, nos leçons, nos apprentissages, ce qui marche pour nous parfois en ce moment, des choses qu'on a parfois apprises par le passé. Tout ça dans une optique de spontanéité. L'idée, c'est vraiment d'être là sans préparation. On s'est juste lancé là 2 minutes avant de lancer l'enregistrement sur dire tiens, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui. Mais notre envie, c'est comme si vous étiez d'être avec vous, de vous apporter de la valeur, de vous apporter des conseils et des idées, des prises de conscience, mais comme si on était tous ensemble dans le salon et qu'on discutait en mode mastermind entre pairs, en fait, tout simplement. Donc, notre objectif durant ce nouvel épisode, eh bien, c'est de vous apporter un maximum de valeur pour vous aider à mettre en place un business safe, simple, aligné à qui vous êtes, fun, efficient. On aura certainement l'occasion d'en reparler dans d'autres épisodes. Tout ça dans le but de vous aider à atteindre les 7 chiffres sans sacrifier votre épanouissement. Juste avant qu'on démarre, pour l'instant, l'émission n'a pas de nom. Donc, en fait, j'aimerais vraiment vous poser la question. Maintenant, alors, ça n'appelle pas une réponse tout de suite, mais maintenant que vous commencez à comprendre un petit peu le concept de l'émission, que vous voyez ce que ça représente et ce que l'on a envie de vous transmettre, eh bien, on est vraiment à votre écoute. Si vous avez des idées, des propositions de noms pour l'émission, eh bien, faites-nous le savoir en commentaire de la vidéo. Ça me fera vraiment plaisir comme ça de pouvoir intégrer ça à notre réflexion, parce que je pense que plus on sera dans la co-création avec vous, plus eh bien, ça sera quelque chose qui nous inspirera, qui m'inspirera en tout cas à mettre en place. Deux choses pour terminer cette petite introduction. On a mis en place un formulaire Typeform de feedback où on vous demande tout simplement, c'est dans la description, il y a un lien pour nous faire part de vos idées. Il y a simplement 5 questions. Une question de notation de 1 à 10 de ce que vous pensez de l'émission, et puis 4 simples questions de qu'est-ce qu'on devrait faire plus, qu'est-ce qu'on devrait faire moins, qu'est-ce qu'on devrait faire qu'on ne fait pas, ou qu'est-ce qu'on devrait arrêter, tout simplement dans l'objectif d'amélioration continue et de vous apporter de semaine en semaine une émission toujours de plus grande qualité et toujours au plus proche de ce que vous avez envie de voir et de votre besoin. Et puis, on a un deuxième formulaire qu'on vous met également sous la description. Ça, c'est uniquement une question pour vous demander c'est quoi les sujets que vous aimeriez qu'on aborde. Notre but avec Julien, c'est de vous aider, c'est de vous apporter des conseils sur des sujets qui sont importants pour vous. On a évidemment nos idées, mais plus vous serez capable de nous aider à vous aider, plus on pourra vous apporter ce dont vous avez besoin là encore. Voilà pour cette rapide introduction. Julien, juste avant qu'on lance l'enregistrement, on se posait la question de dire tiens, de quoi est-ce qu'on avait envie de parler aujourd'hui. Le sujet qui est venu sur la table, c'est un sujet auquel tu as été confronté, auquel j'ai été confronté et auquel je pense n'importe quel entrepreneur est confronté tout au long de son développement, au long de sa phase de lancement. C'est la notion de stabilité dans son business, la notion de stabilité d'acquisition client, notamment dans son business, parce que souvent, tant qu'on n'a pas mis en place ce qu'il faut, eh bien, on peut vivre des mois en dents de scie, des mois où on a fait un super chiffre d'affaires, c'est trop cool, c'est génial. Et puis le mois d'après, où finalement, on est un petit peu dans la livraison, on a peut-être moins de focus sur le marketing, moins de focus sur la vente. Et du coup, eh bien, on oscille entre des mois à fort chiffre d'affaires et puis des mois où il ne se passe pas grand-chose. Ça, est-ce que c'est quelque chose, du coup, auquel tu as été confronté
par le passé? Est-ce que tu as des leçons que tu as apprises par le passé? Qu'est-ce que tu as envie de partager autour de ça pour cette émission, pour ce sujet? Ouais. Alors, pour moi, le sujet de la stabilité et on parle souvent d'acquisition stable, de toutes ces choses-là. Euh, c'est un truc qui marche très bien sur notre pub Facebook et c'est un angle marketing qu'on adore utiliser parce que c'est là où, où les gens ont le plus de stress. Mais dans le fond, je pense que c'est un faux problème. Je pense que c'est un faux problème dans le sens où euh, l'illusion de vouloir de la stabilité, enfin, vous pouvez continuer à y croire, hein, et nous, ça nous permettra de continuer à vous faire cliquer sur nos pubs Facebook parce que c'est ce qui fait le plus cliquer. Euh, mais la réalité, c'est que si on prend la nature, par exemple, elle n'a pas l'illusion de garder de la stabilité. Elle n'a pas l'illusion qu'il fasse la même température toute l'année. Elle n'a pas l'illusion qu'il y ait tout le temps le même temps. Et j'aime bien observer les lois de la nature, en fait, regarder la nature, parce que je pense que ça nous apprend beaucoup sur la manière juste et écologique de, de nourrir notre business. Et, euh, et dans le fond, je pense que ce problème de stabilité, c'est un problème qui a été créé par les marketeurs qui ont identifié, tiens, en fait, les entrepreneurs, c'est quoi leur peur? C'est qu'il n'y ait plus de moi qui arrive. Et avec l'arrivée de la technologie, du coup, on a créé des approches qui permettent de vendre une illusion de stabilité. Et du coup, comme les marketeurs renforcent ce message, tout le monde finit par croire que le but est d'avoir de la stabilité. Euh, Bien sûr qu'il y a des approches qui permettent d'avoir plus de stabilité, okay, et de se servir de ça. Et je suis le premier à en être fan et je dois beaucoup à ces approches-là et on vous en parlera dans la suite de l'épisode. Je pense que David pour moi, quand j'ai rencontré David, je l'ai rencontré à travers lancement webinaire gagnant et système webinaire optimal. Et le fait d'automatiser un webinaire, c'était ce que David m'a apporté, et le fait d'avoir du coup de la prédictabilité dans toutes ces choses-là. Et je ne suis pas en train de remettre en question ça, je suis juste en train de questionner sur quel est le besoin et l'énergie racine derrière le besoin de stabilité. Ouais, en fait, c'est vraiment super intéressant cet angle. Et effectivement, ça me paraît vraiment crucial de mettre de la conscience là-dessus parce que la stabilité, attendre de la stabilité, effectivement, je pense que c'est certainement un mythe et c'est certainement une attente qui est difficilement atteignable. Et peut-être que ce qu'il y a derrière, en réalité, c'est un mot que tu as dit là, c'est plus d'avoir effectivement de la prédictibilité. Ou en tout cas, c'est d'associer plus cette notion de savoir quels sont les impacts de mes actions, de sorte à ce que j'ai plus de contrôle. Enfin, j'ai l'impression que quand on parle de stabilité ou quand j'entends des clients au démarrage parler de problèmes de stabilité, moi, ce que je sous-entends derrière, je ne sais pas si toi, ça te fait ça, mais moi, ce que j'entends derrière ça, c'est j'ai pas le contrôle, en fait. J'ai pas de maîtrise. Ouais. Il y a des mois où je fais un super mois et il y a des mois où j'en fais pas. Et en fait, ce qui se cache un peu derrière ce besoin de stabilité, j'ai l'impression que c'est plus un besoin de maîtrise. Et là, du coup, on est plus sur quelque chose dont on a le contrôle. Autant on n'a pas le contrôle sur la stabilité, parce que Facebook, c'est pas stable. Le nombre de vues qu'on peut avoir sur YouTube, c'est pas stable. Il suffit que YouTube change son algorithme et notre vidéo, on n'a rien fait de différent, mais elle est montrée à beaucoup moins de personnes. Donc, on n'a aucun contrôle sur la stabilité. Par contre, on a un contrôle sur l'analyse de nos actions et l'impact de nos actions. Alors, pour moi, le contrôle, la maîtrise, toutes ces choses-là, c'est presque des synonymes d'une même fonction qui est l'énergie racine derrière, c'est la peur. Et pour moi, le vrai truc derrière, c'est la peur et l'insécurité qu'il y a derrière. Et ce que la personne cherche réellement, c'est effectivement un sentiment de sécurité, qui est un des premiers besoins qu'on a tous. Et derrière, nous, les marketeurs, on utilise ce besoin de sécurité, qui est un besoin qu'on porte tous, pour vendre nos solutions, qui sont des solutions efficientes. Hein. Je ne suis pas en train de remettre en question la solution derrière. Je suis juste en train de regarder un peu ce qui se joue. Et donc, le vrai truc, pour moi, c'est déjà d'avoir cette forme de sécurité. Alors, je ne suis pas dans un extrême où la sécurité, elle est à l'intérieur, puisque je suis assez d'accord avec ceux qui peuvent critiquer ça dans l'idée, ouais, c'est facile de dire ça quand tu es millionnaire. Bah ouais, en fait. et je pense qu'on a tous un seuil de à quel point on est capable d'aller chercher à l'intérieur ou à quel point on a besoin d'aller le chercher à l'extérieur. Néanmoins, la peur et l'insécurité n'est pas forcément le driver le plus simple pour te rapprocher de ta vision. Ça peut l'être pour gagner beaucoup d'argent, mais souvent, ça te fait gagner de l'argent d'une manière qui t'écarte de ce qui est juste pour toi, d'une manière qui t'écarte de la vision que tu veux vraiment réaliser. Et d'un point de vue long terme,
je pense que c'est une très mauvaise chose de chercher cette prédictabilité, cette stabilité. Pourquoi? Parce que tu vas chercher à closer des trucs que tu ne devrais pas closer pour finir ton mois. Et c'est des pratiques qu'on a eues, hein. Je ne suis pas en train de dire c'est de la merde et il ne faut pas le faire. Ces pratiques sont juste alignées à un certain besoin. Je veux dire, c'est des pratiques que j'ai eues. Le fait de, par exemple, mettre des bonus au closer le 26 du mois s'ils arrivent à atteindre tel objectif le 30. Sauf que de mon regard aujourd'hui, okay, qui n'est pas le même que j'avais il y a quelques mois, quelques années, en fait, tu crées une dette long terme. Parce que forcément, si tu pousses ton équipe de vente à aller chercher de la stabilité, bah, la peur est le driver. Et du coup, comme la peur est le driver, ça passe devant tout et tu vas closer des gens qui ne devraient pas rentrer. Et tu ne vois pas la dette que tu es en train de créer à une échelle de 6 mois, 12 mois, 18 mois, dans peut-être l'insatisfaction des clients que tu as closés entre le 27 et le 30 qui n'auraient jamais dû rentrer. Parce que tu les as poussés un peu, il y a une forme d'aller pousser, toutes ces choses-là. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas mettre en place tous ces systèmes. Pour moi, ces systèmes sont des outils qui sont géniaux et on va en parler dans la suite de ce podcast. C'est-à-dire que savoir avoir un webinaire qui est systématisé, savoir avoir une équipe de closers sur lequel on est capable de faire des offres à certains moments, enfin, tout ça, ce ne sont que des outils, ce ne sont que des stratégies. Par contre, cette stratégie, au service de quoi elle est? Est-ce qu'elle est au service d'une prédictabilité parce que c'est vraiment au niveau de la mission de l'entreprise ou est-ce que ça vient nourrir et c'est au service de mon insécurité et de ma peur? Et en fonction de ça, ça ne va pas du tout être utilisé de la même manière, avec la même conscience et avec la même justesse. Et je prends un exemple que j'ai vécu hier, où je me suis dit, j'ai vraiment envie d'aller chercher encore plus tous les endroits où on a une approche de vente ou de marketing qui n'est pas customer-centric. Même si on l'a déjà fait, je pense, en juillet, à travers le fait, par exemple, de changer totalement la forme de l'équipe de vente, changer plein de choses. Mais j'ai vécu un truc qui est, j'avais loué là, je suis à Majorque pour quelques jours, et j'avais loué une voiture. Je ne fais pas attention, je loue la voiture, c'est mon assistante qui la loue. Je ne sais pas, je crois que j'en ai pour 280 €, un truc comme ça. 280 €. Et puis, on a les enfants, j'arrive à l'aéroport, je prends la voiture et le gars me dit ah ben voilà, je suis fatigué, on s'est levé à 5 heures du matin. La veille, on avait eu un avion annulé, donc c'était la deuxième journée de suite qu'on se levait à 5 heures du matin. Je suis fatigué, j'ai juste envie de ma voiture en fait. Genre, je m'en fous, tu me donnes le truc le moins cher et je m'en occupe pas. Il me dit ah bah tenez, il y a cette Audi Q5 qui est en promo aujourd'hui, elle est à 85%, donc c'est moins cher, donc c'est 54 € par jour. Je me dis, bon, bah, 54 € par jour, c'est très bien. Très bien, je prends ça. Ok, super. Après, il me dit, vous voulez l'assurance, machin? Mettez-moi la moins chère. Sauf qu'en fait, à chaque fois, je disais, mettez-moi le moins cher, mais c'était mettez-moi le moins cher des upsells. Et ça, je n'avais pas compris. Donc, le 54 € par jour, en fait, c'était 54 € en plus par jour par rapport au prix déjà de prévu. base. Alors que moi, je voulais une voiture à 50 € par jour. Et donc, je fais mon truc et tout, je paye. Il me dit, OK, vous en avez pour 1 000 €, mais il y a une caution de 500, donc c'est pas donc voilà. Mais en fait, c'était 1 000 € plus la caution de 500. Moi, je fais pas gaffe et puis j'ai pas trop de référence de combien ça coûte une voiture, donc je paye mes 1 000 € et tout. Et je vais rejoindre ma chérie elle était en train de récupérer les bagages là et voilà et je lui dis: «Putain, bon, c'est chiant, c'est pas la bonne carte qui est passée, mais tant pis parce qu'ils n'avaient pas de son contact». Moi, Moi, je venais de payer 1 000 €, mais en fait, je ne m'étais même pas rendu compte que j'avais payé 1 000 € et que c'était une arnaque internationale. Juste, ce qui m'avait tracassé, c'était que ce n'était pas la bonne carte parce qu'ils n'avaient pas le son contact. Du coup, j'avais payé avec une autre carte, ça me faisait chier. Et du coup, elle m'a dit, tu as payé 1 000 €, mais tu sais, d'habitude, quand je viens à Majorque, j'en ai pour 200 € pour 5 jours avec la voiture. Je dis, ah bah ouais, bah écoute, c'est bizarre, je sais pas. Ouais, bah, je sais pas, c'est Sixt et tout. Et puis, là, elle me dit, non, c'est vraiment cher quand même. Je dis, ok, bah, je vais le voir. Et là, je regarde la facture qu'il m'avait envoyée par mail. En fait, il m'avait mis, effectivement, j'avais le plus 54, en fait, j'avais 281 de base,
plus, en fait, mon extra, c'était 350 de la voiture de l'autre voiture. J'avais une assurance. En fait, l'assurance, je dis La moins chère des top assurances. la moins chère des top assurances. J'avais machin et tout. Et au final, je me dis, putain, c'est chiant. Et le gars, je vais le voir et tout. Et je lui dis, franchement, je respecte votre travail. Je sens, enfin, je vois que vous faites vraiment de votre mieux. Juste, est-ce que vous pouvez m'enlever ça? Il me dit, ah bah en fait, je ne peux pas l'enlever parce que vous avez signé. Et là, je me dis, bon, ok, j'ai signé, je connais les droits et les droits de rétractation de 14 jours sur tous les contrats. Donc, juste, vous me faites quelque chose, vous m'enlevez le truc. Et il me dit, ok, machin. Et en fait, il me l'envoie, mais il me réenvoie une facture. J'attends un quart d'heure à son truc, il me réenvoie une facture. Et là, 720. Je lui dis, mais qu'est-ce que. Je vous ai demandé de m'envoyer ça, de m'enlever ça aussi. Et au final, lui, il n'y arrivait pas. Donc, je vais à un autre guichet Sixt. Et au final, j'ai perdu 1 heure et demie pour finalement, je crois, réussir à payer mes 350 € de base que je devais payer. Et je suis sorti de là en me disant, la première chose que j'ai fait déjà, c'est envoyer un message à mon assistante en mode plus jamais Sixt. Okay. Et la deuxième chose, c'est tu leur mets un avis de merde sur Google. Voilà. Et en fait, je me suis dit. Ou alors, il faut savoir exactement qu'est-ce que tu dois commander chez Sixt. Ouais, sauf que en fait, le consommateur, quand il est énervé, il est énervé. Et il a juste envie de se venger. Il vient de perdre 1 heure et pour lui, c'est jamais de sa faute, tu vois. C'est sûr. C'est jamais de sa faute. Quand on est dans l'émotionnel comme ça, généralement, ouais, tu vois, rien à faire. Ouais, et effectivement, c'était de ma faute. Sûrement, j'ai pas compris ce qu'il m'a dit. Sûrement, j'ai pas compris son anglais avec son accent espagnol, tu vois. Donc voilà. Mais après, en fait, les scripts, on sait ce que c'est de créer un script d'upsell. Enfin, on est des marketeurs et on sait que tu vas le créer pour que ça passe de la manière la plus crème. Sauf que tu ne vois pas la conséquence court, moyen, long terme. Parce que la réalité, c'est que leur putain d'upsell Sixt, là, il y a des milliers de personnes qui vont entendre que Sixt, c'est de la merde parce que je le raconte dans un podcast, tu vois. C'est ça. Il y a un coût indirect, en fait, qui est énorme, qui est largement plus que les 700 € de différence que ça pourrait représenter sur la commande seule. Exactement. Et en fait, ça, c'est des pratiques que tu vas mettre en place quand tu as besoin de stabiliser un chiffre d'affaires, quand tu as la pression de devoir augmenter tous les mois ton chiffre d'affaires. Parce que je réfléchissais, en fait, moi, j'en veux à personne dans le fond sur ce truc-là. Je me dis juste que c'est pas ce que je veux dans mon entreprise. Mais sur le moment, derrière, dans la voiture, j'en parlais à ma chérie et je lui dis, en fait, c'est un truc qui est assez bâtard dans le fait qu'il y ait de la compétition entre les voitures. Parce que quand tu loues une voiture, qu'est-ce que tu regardes? C'est difficile de se différencier dans une location de voiture. La seule manière de se différencier quand tu loues de la voiture comme ça, c'est d'être le moins cher. Sauf que du coup, si tu es le moins cher et tu vas moins cher que les autres, tu es plus rentable. Donc, pour faire du profit, tu es obligé d'être le moins cher sur Internet et derrière, pour obtenir ta rentabilité et survivre, d'essayer de trouver un moyen pour récupérer ton argent juste après. Et ça m'a amené à j'ai lu un truc assez récemment autour de la notion de monopole et je trouvais ça assez intéressant dans l'idée. C'est pas réaliste et je pense pas que ça soit faisable. Il disait que le fait de ne pas avoir des entreprises qui aient des monopoles, des marchés qui aient des monopoles, ça crée des concurrences où l'innovation est basée sur vendre plus, marketer plus, et il n'y a pas de réelle innovation produit parce que toute l'entreprise a trop de peur et trop de tension autour de continuer à être rentable. Ouais, ça demande beaucoup d'argent d'innover, en fait, parce que tu investis énormément sans savoir si effectivement l'innovation va être adoptée, en fait. C'est ça. Et le focus, il est dans battre les compétiteurs plutôt que innover. Donc, tu as une innovation qui n'est pas disruptive, tu as une innovation qui est de la petite amélioration, en fait. Et je trouvais ça intéressant. Il disait, en fait, la seule solution pour ça, c'est un monopole. Je ne suis pas d'accord avec ça parce que un monopole, pour moi, la compétition, elle est aussi vertueuse dans le fond, dans le sens que dans la compétition, chacun donne le meilleur de lui-même et ça permet aussi d'aller te challenger parce que sinon, tu ne donnes pas autant. Mais par contre, ça nous amène à une conclusion qui, pour moi, en fait, ton monopole, tu dois le créer. Tu dois le créer de par ton unicité et le fait que tu sois totalement différent et incomparable. En fait.
Ouais. Donc, on s'est un peu écarté du sujet, Non, mais mais oui et ouais. non, en fait, parce que tu vois, Ah, enfin, ouais. cette stratégie-là, cette stratégie que tu décris là sur Stix, et à vrai dire, enfin, je pense, on touche à un autre sujet aussi, j'ai l'impression. En tout cas, moi, je me dis, tu vois, les stratégies d'upsell et autres, je repense à moi, parce que moi, j'adore, Ouais. je mets en place des funnels, par exemple, où il y a un premier produit Ouais. pas très cher pour que les gens puissent me découvrir, puis derrière, je propose un upsell. Et du coup, ça me questionne ce que tu viens de partager, et je me dis, mais qu'est-ce que je ressens vis-à-vis de ça? Moi, ce Ouais. que je ressens, je me dis, bah, en fait, euh, je trouve que c'est trop bien d'avoir cette stratégie d'upsell pour les clients, pour les clients à qui ça va vraiment apporter de la valeur. Pour les clients qui vont vraiment retirer des choses de l'upsell, en réalité, le fait de leur proposer, si eux, c'est ce dont ils ont besoin maintenant, en fait, c'est génial. Le problème vient effectivement quand, comme là, ça a été probablement le cas, eh bien, l'upsell est mal vendu dans le sens où Communiquer. Ouais. mal communiqué Ouais. et le client l'achète alors que ce n'est pas ce dont il a besoin. Et du coup, ça crée du ressentiment. Et là, effectivement, le problème, il est plus lié au fait que l'upsell et la vente, et ça, c'est que ce soit un upsell ou une première vente, c'est pareil. Par le Ouais. moment où la vente, elle n'est pas faite auprès de la bonne personne, ça ne va pas. Ça crée du ressentiment et ça crée un écart entre ce que le client attend et ce que toi, tu vas lui livrer. Mais, Mais tu ouais. vois, pour moi, ça ne remet pas en cause la stratégie, mais comme tu Ah l'as dit non, d'ailleurs, mais c'est ça ce ne que remet je pas en disais, cause la c'est des stratégie en objectifs, elle-même, hein. mais Ouais. c'est intéressant de mettre en lumière que c'est toujours important de se poser la question, de se dire, OK, mais c'est qui mon client idéal pour ça, en fait, et qui va en retirer le maximum de valeur et qui, quel que soit, tu vois, tu as des Américains, eux, c'est des fous d'upsell. Enfin, on ne voit pas trop ça en francophonie, un tout petit peu, mais les Américains, il y a 8 upsells, quoi. Tu le vois un peu sur EasyJet aussi. Ouais, ouais. Bah oui, parce que du coup, tu pars vraiment du plus bas et tu es obligé de rajouter tous les trucs. Mais tu Bah, vois, par rapport à ça sur les upsells, moi, ça m'était arrivé au début quand je prenais, enfin, on s'est tous les deux beaucoup formés aux États-Unis en termes de marketing. Et bon, toi, c'était plus l'école Frank Kern. Donc, Frank Kern, il a ouais, toujours pendant été, très longtemps, j'ai été à l'école Franca. il a été assez clair quand même, Frank Kern, sur ses upsells. Il y avait quand même les deux boutons l'un à côté de l'autre, Ouais. mais l'un à côté de l'autre. Mais le Russell Brunson style sur l'upsell, c'était plus, il n'y a qu'un bouton Ouais. qui est acheté et tout en bas de la page, tu as un petit Le truc petit sans lien, non, bouton. je ne veux Ouais. pas. C'est ça. Mais tu vois, ça touche à un sujet qui est vachement important pour moi. Ouais. C'est que dans la vie, je crois qu'il n'y a jamais un problème d'outils, il n'y a jamais un problème de Ouais, tactique ou de exactement. technique. Moi, toutes les techniques sont bonnes. Ouais. Un fusil, c'est génial. Une bombe nucléaire, à la limite, on peut dire c'est génial. Le seul problème, Tu comptes c'est en tu comptes en faire l'utilisation quoi qu'on en de la fait. tu comptes De en faire quoi? quoi de la bombe nucléaire, du coup? Ben, en soi, genre, la bombe nucléaire, on peut se dire, ça peut être un outil de, comment dire, S'il y a des extraterrestres qui nous attaquent? non, ou tout simplement de de menaces dans le sens où on sait que ça crée de la stabilité. Si tu as un État qui est menacé, ça crée, tant que ce n'est pas utilisé, ça va en fait. OK, ouais, bon, c'est un autre débat, je suis Enfin, après, on pourrait partir dans cette direction-là. Je pense que moi, j'aimerais plutôt ouais, revenir ouais, sur le ouais, sujet marketing de base, ouais, même si je serais ravi de pouvoir en parler à un autre ouais. moment. Mais là, du coup, ouais, c'est jamais un problème d'outils ou de tactique, Non, c'est toujours un effectivement, problème d'utilisation et d'intention. c'est un problème de l'émotion qui a créé, qui est derrière la stratégie. Parce que ce truc-là, pourquoi est-ce que le gars qui pourquoi est-ce que le gars qui est, qui gère la stratégie chez Sixt d'upsell et de vente et de stratégie de vente, pourquoi est-ce qu'il met ça en place? Parce qu'il a une pression et parce qu'il Mm. a des quotas à atteindre, justement, de stabilité. Ouais. Et il a des objectifs de chaque mois faire un peu plus de chiffre d'affaires. Donc lui, il trouve juste des solutions, tu vois. Mais pourquoi? Mais tu vois, en fait, dans mon sens, dans mon idée, c'est ce truc de vouloir contrôler l'augmentation du chiffre d'affaires mensuel Ouais. qui crée ça. Ouais, je pense qu'effectivement, c'est la poursuite de l'objectif ou la poursuite d'un but, la poursuite d'un niveau de résultat qui, effectivement, peut créer cette attente et créer cette frustration si ce n'est pas atteint. Et du coup, ce que ça m'évoque en moi, cette discussion, c'est qu'en réalité, quand je parle de contrôle ou de maîtrise, Ouais, euh, je me, tu réagissais sur ces termes-là tout à l'heure. Et ouais, du coup, je me demandais, mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire aussi chez moi, ce terme-là? J'ai l'impression que c'est beaucoup plus aussi attaché au sentiment de me dire, c'est un sentiment de confiance plus que de maîtrise ou de contrôle, parce qu'on n'a jamais 100% de ouais, contrôle. Mais je me dis, je sais que j'ai développé des compétences, un savoir-faire qui me donne
la maîtrise, dans le sens où le plus en termes de pouvoir. J'ai le pouvoir, si j'ai besoin de faire X ou Y, je peux le faire en fait. Après, à activer en fonction de ce qui semble juste et de ce qu'on a envie. Et ainsi, moi, j'ai envie vraiment d'atteindre un objectif, ben, je peux le faire. Et si je n'ai pas envie, je ne le ferai pas. Je le ferai pas. Mais effectivement, à partir du moment où on est calme à l'intérieur et aligné à l'intérieur, serein, en fait, je pense que ça ramène aussi pour moi cette notion de sérénité et de confiance que moi, je recherche. Et c'est de me dire, si dans mon acquisition client ou dans le développement d'entreprise, je sais que quoi qu'il arrive, j'ai les ressources, c'est plus une question de ressourceful, tu vois, j'ai les ressources en interne, chez moi, en moi ou dans mon entreprise pour matérialiser ce que j'ai envie de matérialiser. À ce moment-là, c'est à ça que j'associe plus le contrôle et la maîtrise, plus d'un point de vue interne que d'un point de vue externe. Voilà, donc en fait, on en est sur le même truc qui est, en fait, avant même de partir de la stratégie d'acquisition et tout, c'est à partir de développer une confiance, tu vois, Ouais. de cette confiance et pas d'une insécurité. Oui, parce Sinon, qu'en fait, tant que tu n'as pas la confiance, quelqu'un qui est pas confiant à l'intérieur, dans sa capacité à obtenir des résultats qu'il souhaite, le jour où ça va être stable, il sera quand même pas confiant parce qu'il aura peut-être peur que ça ne dure pas. ouais, exactement. Comme un gagnant au loto. Enfin, cet exemple est souvent pris, mais c'est la même chose. Quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent, il ne devient pas du jour au lendemain serein vis-à-vis de l'argent. Au contraire, il a encore plus de peur parce qu'il se dit oh, j'ai gagné ça, mais c'était un coup de chance. Qu'est-ce qui se passe si je perds tout? Qu'est-ce qui se passe si on veut me le voler? Et du coup, il n'a pas développé à l'intérieur la programmation, en tout cas le système dont il a besoin pour être capable de dire OK, je suis serein. Je sais gérer cet argent. Et deux, si cet argent, je le perds, je sais le retrouver. Donc, tout va bien. Et ça enlève ce poids que soit l'instabilité ou la peur de ne pas la garder amène en fait. Et paradoxalement, le meilleur moyen de créer un système d'acquisition stable, c'est de ne pas en avoir besoin. Je pense qu'on a vu l'exemple à plein de moments avec des clients où l'acquisition, pour nous, ça regroupe génération d'appels, génération de candidatures et vente. Et en fait, chez tous nos clients, on peut observer que au plus ils ont besoin de ce truc, ils ont peur, au plus ils prennent des décisions stupides en pub Facebook. C'est-à-dire que, par exemple, sur la pub, pendant 2 jours, ça ne marche plus. D'un coup, ils coupent toutes les campagnes. Ou bref, il y a des décisions totalement irrationnelles où nous, quand ils nous expliquent ce qu'ils nous font, comme on n'a pas la même peur qu'eux, on se dit ça n'a aucun sens. Et eux, une fois qu'ils sont redescendus, ils sont conscients que ça n'a aucun sens. Mais ils voient juste que leur peur les a drivés. Et sur le closing, on l'a vu un paquet de fois sur des clients qui, il y a une baisse de conversion pendant 4 jours. Bah, d'un coup, il y a une pression il y a une remise énorme, en question de plein de trucs. qui est mise sur le closer. Du coup, le closer, il sent aussi tout ce doute. Et le dirigeant ne voit pas en quoi est-ce que la performance moyen long terme du closer est affectée par son insécurité, en fait. En plus, toi, tu as été commercial, donc tu l'as sûrement vécu avec différents managers. Je ne sais pas si tu l'as vécu, ces trucs de pression, de quota, qu'est-ce que ça crée en toi? En fait, nous en tant que commercial, moi, il n'y avait pas de pression sur le taux de conversion. Ça faisait pas de sens parce que moi, j'avais un parc client. Enfin, ça dépend des métiers. Soit je partais de zéro et j'avais, tiens, voilà le bottin, voilà les pages jaunes, à toi de trouver tes clients. Dans d'autres métiers, c'était plutôt, voilà, on me confie un parc client et puis c'est à moi de l'entretenir, d'aller faire des migrations, ce genre de choses. Donc, ce n'était pas tant un taux de conversion, mais la pression était sur la réalisation, c'est-à-dire le but, le volume de chiffre d'affaires généré. Mais donc c'était plus lié à ça. Qui s'applique, mais qui est plus subtil à observer. C'est-à-dire que, bien sûr que dans l'énergie, ça impacte de ouf. Maintenant, c'est moins évident parce que c'est beaucoup plus évident pour tout ce qui est de l'ordre de la performance, des activités qui sont en lien avec la performance. Quand je dis activité en lien avec la performance, dans performance, je vais noter devoir performer sur un certain niveau dans un temps donné, dans un temps fini, comme dans le sport et dans tout ça. Et moi, quand j'accompagnais les sportifs de haut niveau, il y a un coach américain qui m'a beaucoup impacté, qui est un des pères du coaching, qui s'appelle Timothy Gallwey, qui a fondé toute sa théorie et son approche autour de performance égale potentiel moins interférence. Okay, donc, et cette théorie, elle s'applique partout. Et à la base, lui, c'était un coach, un préparateur mental de tennis et un mec qui apprenait aussi aux gens à jouer au tennis. Et en fait, ce qu'il s'est rendu compte, c'est que la meilleure façon d'apprendre à quelqu'un à performer et à progresser rapidement au tennis, c'est pas
de le corriger et de lui dire tu devrais faire ça, tu devrais faire comme ça, va plus vite. Parce que tout ça crée quoi? Crée deux choses, crée deux voix à l'intérieur et crée tous ces conflits internes qui fait que des fois tu as peur de prendre une décision, tu n'oses pas dire ces choses-là. Puisqu'à l'intérieur de nous, on a deux parties, ce qu'il appelle le self numéro 1 et le self numéro 2. Le self numéro 1, c'est la partie euh, consciente qui va essayer de contrôler les choses, qui est souvent les voix injectées de l'extérieur. Ouais. Le self numéro 2, c'est cette partie qui va rentrer dans le flow, qui est le potentiel. Et le self numéro 1, c'est les interférences. Et en fait, plus tu tends quelqu'un sur tu devrais faire ça et tu lui injectes des choses, plus tu le tends et moins tu lui permets d'accéder à son self numéro 2 qui est son potentiel. Et lui, l'approche qu'il a développée pour apprendre aux gens au tennis, et après, donc son premier livre, c'est The Inner Game of Tennis. Il a derrière un deuxième livre qui est The Inner Game of Golf et un troisième qui est The Inner Game of Work. Donc, il a vraiment appliqué ça partout. Et en fait, dans le tennis, c'était tout simplement d'amener les gens, non pas à leur dire « prends plus haut la balle, prends plus bas la balle, prends toutes ces choses-là », mais juste regarde la balle et regarde les lignes de la balle. Okay, le seul objectif qu'il donnait à ses joueurs, c'était de juste regarder la ligne de la balle ou d'observer à quel moment il l'avait tapé. Mais c'était qu'à travers du questionnement. C'était à quel moment tu l'as tapé. Et ça a amené en fait la personne à développer une conscience globale de ses mouvements plutôt que d'apprendre par injonction et par tension et par pression. Tu pourrais essayer demain quand tu joueras au tennis. C'est les vacances scolaires. Dans un club traditionnel, pendant les vacances scolaires, il n'y a pas de tennis. Je suis dégoûté. Il faut que j'appelle les copains pour aller faire un match. Mais oui. Voilà. Et en fait, c'est pareil avec des closers. Parce que le closing, c'est une performance sur un temps donné. Ouais. Et donc, plus le closer a de pression, plus justement, il va avoir deux voix. Il ne va plus pouvoir être présent dans le call parce qu'il y a justement plus d'interférences. Et forcément, comme performance égale potentiel moins interférence, plus la performance est basse. Ouais. Et dans ces interférences, tu vois, il y a une chose que j'ai remarqué et qui se traduit aussi là-dedans, c'est la mise sous pression de l'objectif final, c'est-à-dire du but à atteindre. Quand tu dis il y a une performance sous un temps donné, ça induit le fait qu'il faut atteindre un certain niveau. Et moi, quand j'étais commercial et que j'étais par exemple à 80% de mon objectif le 25 du mois, il y avait une pression énorme parce que j'allais me faire défoncer, parce qu'en plus, je n'allais pas gagner ma vie correctement. Du coup, il fallait que je vende. J'avais ce besoin de vendre. Et forcément, c'était les mois où j'avais l'impression que c'était le plus dur. Je ne comprends pas comment ça se fait. Les clients, ils ne veulent plus signer. Ça devient dur, c'est la crise, c'est le président a dit un truc. Enfin bref, c'est compliqué. Alors que même configuration, on est le 25 du mois, mais je suis à 120% de mon objectif. 8 fois sur 10, c'est là où je vendais à tour de bras. Où en fait, je me dis, en fait, les clients, ils n'ont qu'une envie, c'est de sauter dans mon panier. Et c'est moi qui peux les refuser si besoin. Et en fait, la seule chose qui différenciait, c'était mon état interne. Dans le deuxième cas, je n'avais pas besoin de vendre. Donc, je n'étais pas connecté au besoin de faire, je n'étais pas allé dans l'ombre ou je ne sais pas quoi. J'étais juste dans, OK, si j'ai envie de le faire, j'étais capable d'avoir une posture vis-à-vis du client qui lui donnait, qui lui montrait que j'étais dans l'envie de collaborer avec lui, dans l'envie d'être là pour lui et pas dans un besoin pour moi. Donc, je n'étais pas centré sur moi, j'étais centré sur lui. Alors que dans le cas numéro 1, lorsque j'étais en retard sur mes objectifs, j'étais beaucoup plus centré sur moi. Et du coup, mon client, enfin le prospect, ressentait beaucoup plus le fait que j'avais besoin de lui que l'envie vraiment de collaborer et de faire ensemble des choses ensemble. Et ça, dans la vente, même au téléphone, ça joue énormément. Et ça se joue en webinaire aussi. Moi, je l'ai vécu plein de fois en 2015, 2016 dans mes webinaires. Si je me fixe, si je me dis, oh là, il faut absolument que ça marche. Il faut que ce webinaire marche. Il faut qu'il y ait des ventes. T'es tranquille. C'est pas là où ça va marcher le mieux, en fait. Tu peux faire des ventes, mais c'est pas là où ça va cartonner. Les webinaires où tu dis, tu es connecté, j'ai trop envie de le donner, là, j'ai eu trop bonnes idées, j'ai des super histoires à raconter, je vais vendre telle idée, je vais montrer telle étude de cas, je vais prendre tel truc, je vais inspirer les participants sur tel et tel sujet, sans mettre de pression sur le résultat, que ça vende ou pas, peu importe, je suis là pour performer, comme un conférencier qui monterait sur scène pour donner sa conférence. Là, il y a beaucoup plus de chances que ça marche. C'est clair. Et en plus, il y a un dernier phénomène qui se passe, c'est le phénomène que si tu mets la pression pour aller vendre du 20 au 30, par exemple, en fait, tu crées un phénomène de sur-régime, drivé par la peur entre le 20 et 30. Il ne t'étonne pas qu'entre le 0 et le 10, tes gens sous-performent parce qu'ils viennent compenser la surcompensation qu'ils ont eue un peu plus tôt.
Yes. Et je notais un truc tout à l'heure quand tu parlais Ouais. de tout ça, en fait, c'est que une première clé qui ressort de ça pour moi, c'est effectivement la version long terme versus vision, je dis vision, je sais plus, Ouais. la vision long terme versus la vision court terme. Et ça, dans les prises de décision d'un entrepreneur, c'est fondamental. Et je repense à un consulting que j'ai fait dans le cadre de Croissance Harmonieuse hier avec une cliente. On faisait un consulting de son système d'acquisition. Et en fait, elle me racontait qu'elle avait ses campagnes de publicité qui tournaient. Donc ça tournait à un certain rythme en avril, mai, juin, juillet, août et septembre. En fait, elle a vu les coûts qui ont commencé un peu à augmenter et elle a arrêté. Et en regardant, finalement, c'est normal de prendre cette décision si on est sur une vision court terme. On se dit, oh là là, je ne comprends pas, le coût double de mes prospects, le coût double. Et du coup, ça ne va plus, il faut que j'arrête. Et en même temps, quelques minutes avant, elle me racontait qu'elle avait un super retour sur investissement au niveau de son activité parce que ses ventes, elles provenaient, directement de son funnel d'acquisition qui est une masterclass préenregistrée. Donc, c'est automatisé. Les gens voient sa masterclass, elle dure 25 minutes, ils prennent un rendez-vous et puis elle a un certain nombre de clients qui arrivent comme ça directement. Mais surtout, elle me disait qu'en fait, elle avait un système de nurturing qui faisait qu'elle envoyait des emails et qu'elle faisait un webinaire régulièrement pour convertir ses prospects en clients. Et que ça marchait extrêmement bien et que la moitié de son chiffre d'affaires provenait de ce nurturing. Et c'est intéressant parce que du coup, si on a la vision long terme, on peut se dire que même si les coûts publicitaires augmentent, si on augmente quand même le budget, on augmente le volume de prospects qui nous rejoignent et donc on augmente le potentiel de conversion à moyen et long terme. Et en prenant du recul sur ça, on se rend compte que si on doit miser sa performance uniquement sur l'acquisition du funnel direct, là, on a un problème, entre guillemets, parce qu'effectivement, la rentabilité peut diminuer, et encore. Mais si on prend la vision globale où on se dit, en fait, tous les efforts ne reposent pas que sur la performance de ma campagne publicitaire parce que j'ai mon calendrier de conversion avec un webinaire tous les mois, par exemple, que j'ai un challenge tous les trimestres, que j'envoie des emails et des vidéos de témoignages chaque semaine. Eh bien, j'ai aussi ces éléments de conversion qui vont faire en sorte que tous les prospects que j'ai achetés dans les mois précédents vont convertir. Et ça ne me coûte pas un euro de plus parce que je les ai déjà payés. Et en prenant conscience de ça, elle se dit, effectivement, en fait, j'aurais pu très bien laisser tourner et en mettant les chiffres sur la table, on s'est rendu compte qu'il n'y avait aucun problème, même avec l'augmentation du coût, en fait. Mais ça, on peut le voir que si on prend de la hauteur et qu'on a cette vision long terme. Ouais. Mais cette vision long terme, tu ne peux pas l'avoir tant que tu as peur. Oui. Parce que les émotions réduisent ton champ de vision en termes d'espace et de temps. Et on peut le voir très simplement. Plus tu es en colère, plus tu vois court terme et tu vois peu. C'est-à-dire que quand tu es en colère, tu vois que devant toi, mais physiquement, physiologiquement, tu vois. Tu vois plus ce qui se passe autour et tu vois aussi qu'à l'espace de 1 heure, en fait. Je ne sais pas si c'était déjà arrivé de vraiment t'énerver. Tu es en mode, de toute façon, je vais tout arrêter, sans voir. Tout arrêter dans ce couple, tout arrêter dans cette putain de famille, tout arrêter dans ce business. Ne pas rêver les chèvres au Larzac. Sans voir qu'en fait, dans 2 jours, ça n'a plus de sens. Tu vois. En fait, plus tu as peur, plus tu vois à court terme. Et donc, plus tu vois à court terme aussi dans l'impact de tes décisions. Et c'est pour ça que je pense que c'est beaucoup plus sage de développer une entreprise à partir d'un état de stabilité et de calme. C'est-à-dire qu'à 1 an, si je devais faire des paris, à 1 à 3 ans, je parierais sur celui qui a peur et qui a besoin d'argent et qui a besoin de se prouver qu'il va avoir de l'argent. À 10-20 ans, mais je parie 1000 fois sur celui qui crée son entreprise depuis un espace de calme et d'abondance. Ouais, complètement. Et tu vois, ça rebondit sur vraiment le point numéro 2 que j'avais noté dans la discussion. Le premier point, c'était la vision long terme, mais le deuxième point, pour partir de cet espace de sérénité, de confiance, d'abondance, en fait, je crois que ce dont on a besoin, ce n'est pas de développer un système marketing, un système d'acquisition, c'est de développer une compétence d'acquisition client, des compétences d'acquisition client. Parce que plus tu renforces ta confiance dans ta compétence d'acquisition client, plus tu crées de la sérénité. Parce que demain, le système peut changer. Demain, ça peut évoluer. Peut-être qu'effectivement, j'ai développé la compétence des webinaires. Très bien. En fait, peut-être que le webinaire, ça marche très bien encore aujourd'hui, mais admettons que dans 5 ans, ça ne soit plus le cas. Ce n'est pas grave, je peux changer la forme. C'est peut-être plus au format challenge que ça va amener, et je peux faire évoluer, mais toutes les compétences que j'ai développées, elles vont se capitaliser d'année en année les unes sur les autres
et elles vont m'amener de plus en plus de richesse, pas de richesse financière, ça va être le produit dérivé, mais de richesse de ce que je suis capable de faire en fait. Et quand on prend le temps de se dire, OK, quelles compétences je suis en train de développer et dans quelles compétences j'investis en ce moment pour mon marketing, pour le développement de mon entreprise, pour le management, la gestion de mes équipes, la gestion de mes finances, tout ça, c'est des compétences aussi. Et quand on mise sur les compétences, je pense que moi, c'est un peu pas le déclic parce que c'est quelque chose que j'avais déjà en tête, mais qui revient en face de notre discussion. Ce qui, pour moi, a toujours été le cas, c'est de miser sur ces compétences-là. C'est la seule chose qu'on ne peut pas m'enlever, en fait. C'est les compétences. J'ai beaucoup raisonné avec ça, et je raisonne encore beaucoup avec ça, qu'on peut tout m'enlever, sauf ce que je suis devenu, et que du coup, je préfère devenir qu'obtenir. Oui, parce qu'en fait, derrière, c'est l'inversion du fameux avoir, faire, être. Partir de l'inverse, le fameux du coup, être, faire, avoir. Mais c'est de cette compétence-là, elle permet de faire. La compétence, elle est pérenne, alors que le système, lui, c'est éphémère. Un système peut être éphémère, une plateforme peut être éphémère, et même si les compétences doivent évoluer au fur et à mesure du temps. Je pense que c'est ça. C'est une deuxième clé, c'est de se rendre compte que en développant et en mettant le focus sur le développement de nos compétences d'acquisition client, si on parle de ce sujet-là, là, on peut partir d'un espace de calme et de sérénité parce qu'on sait qu'on est en train de miser sur l'avenir. Et même si un webinaire, je prends l'exemple du webinaire parce que moi, c'est mon truc à la base, mais même si un webinaire ne marche pas à un moment donné, c'est pas grave. C'est un problème si on est focus sur le système et la performance du système et on se dit « Ah merde, ça marche pas, ça va pas ». Mais c'est plus un problème si on est focalisé sur le développement de la compétence parce que c'est comme un entraînement de plus. Un Roger Federer, je ne sais rien, j'ai plus les chiffres en tête, mais j'ai regardé sur l'application de tennis quand on suivait Roland Garros la dernière fois, il y a quelques mois, c'est qu'il n'a pas gagné tous ses matchs. Alors, je crois qu'il y a peut-être la moitié, mais il y a la moitié des matchs, c'est des milliers de matchs qu'il a perdus. Et pour autant, il ne se dit pas, merde, ça y est, je suis foutu, c'est fini. Non, en fait, c'est un entraînement de plus, c'est un apprentissage de plus, c'est une façon de plus de me développer. Il y a le fameux chiffre des 10 000. L'expertise, souvent, est donnée sur 10 000 heures. Tu deviens un expert dans un sujet quand tu as fait 10 000 heures d'un sujet. Tu deviens un expert de tennis quand tu as fait 10 000 heures de tennis. Je crois qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui n'ont pas encore fait 10 000 heures de webinaire. Donc, il y a encore du chemin. Ça veut dire qu'il y a encore un potentiel de s'améliorer, développer des compétences et de devenir vraiment bon là-dedans si ça nous plaît, quoi. Ça fait combien d'heures de webinaire, David? Je ne les ai pas comptés. Mais du coup, peut-être que je ne sais pas si j'en ai fait 10 000 à vrai dire. Est-ce que du coup, je suis un vrai expert? Bonne question, ça. Mais en fait, je pense que par contre, si je réfléchis sur les performances de présentation, parce qu'un webinaire, c'est ni plus ni moins qu'une performance de présentation, là, j'ai largement plus de 10 000 heures. Parce qu'avec mes 13 ans mes 13 ans de commerce et les milliers de rendez-vous que j'ai faits, là, je suis plus de 10 000 heures. Ouais. Et en fait, comme antidote à la peur, tu as deux types de confiance. Tu as la confiance conditionnelle et la confiance inconditionnelle. Je pense que ces deux types de confiance, non pas à séparer en disant il y en a une qui est mieux, il y en a une qui est moins bien, mais ces deux types de confiance qui sont utiles à développer. La confiance conditionnelle, c'est quoi? C'est la confiance que, par exemple, ce matin, on a été sauter des rochers. C'est à partir du moment où j'ai sauté 3 fois d'un rocher d'une certaine taille, j'ai maintenant confiance parce que je l'ai déjà fait. Voilà. J'ai une confiance qui est conditionnelle. Quand certaines conditions sont liées, j'ai confiance. Ça, c'est ce qu'on développe à travers des compétences. Si je développe la compétence du webinaire, j'en ai fait 10, je vais développer une confiance conditionnelle dans mes compétences. Et ça aide et elle est utile. Il y a aussi un deuxième type de confiance qui est ce que j'ai le plus à cœur de développer chez nos clients. Et je pense qu'il y a beaucoup de clients qui ressortent de croissance harmonieuse ou d'LS ou de EB en se disant, en fait, tu en as qui ont x10 leur chiffre d'affaires, tu en as qui reviennent avec le même chiffre d'affaires, mais qui sortent avec l'idée de, en fait, j'ai peut-être pas augmenté mon chiffre d'affaires, mais c'est pas grave parce qu'en fait, j'ai plus peur et j'ai compris que mon pouvoir, il était à l'intérieur de moi. Et pour moi, c'est ce que j'ai vraiment à cœur d'aider. Je pense que tu es meilleur, David, dans transmettre des compétences, tu es un meilleur formateur que moi, tu es un meilleur pédagogue que moi, et tu es excellent pour transmettre cette confiance conditionnelle qui est nécessaire dans l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que dans
en toute pratique, il n'y a pas juste une confiance inconditionnelle. Si tu développes une confiance inconditionnelle dans le tennis, mais que tu n'apprends jamais à faire un coup droit, tu es bien content, mais tu ne vas pas gagner grand-chose. Mais pour moi, il y a une méta-compétence qui est cette confiance inconditionnelle, qui est j'ai confiance que tout ce qui m'arrive est juste, et j'ai confiance que peu importe ce qui m'arrive, ça sera au service de ma vie, et je serai capable de l'utiliser comme un tremplin. Et du coup, quand ça arrive, je vais être dans une démarche qui est beaucoup plus fluide par rapport à la vie. Je suis en train de relire ça doit être la 4e fois que je le relis. Moi, je suis un peu un obsédé de la relecture des livres. Je préfère cette idée d'avoir 10 livres dans ma vie et de relire 5 à 10 fois, 20 fois ces 10 livres de référence plutôt que d'accumuler les livres. Bref, je suis en train de relire un livre qui s'appelle Power versus Force, qui explique justement les échelles de fréquence vibratoire qu'on peut avoir, qui a été mesurée et tout, et qui détermine en fait le niveau de pouvoir, qui est le niveau d'énergie et du coup d'attraction qui est aussi créé par différentes émotions. Les plus basses, c'est la honte. Juste au-dessus, tu as la culpabilité. Parce que dans la honte et la culpabilité, il y a une forme de je fais rien et j'y peux rien. Au-dessus, tu as l'apathie. L'apathie, c'est genre je fais rien. Okay. Niveau de pouvoir d'après, c'est la colère. C'est-à-dire que quand tu es dans la honte, la culpabilité et la honte, la culpabilité ou l'apathie, en fait, d'être en colère, ça te fait bouger. Donc, tu développes plus de pouvoir. Et en fait, l'auteur qui s'appelle David Hawkins a défini justement une norme à 200, qui est la fréquence 200, donc 10 puissance 200, c'est un logarithme. Et c'est à partir de là que tu passes dans un pouvoir. Okay. La différence entre pouvoir et force, c'est que dans la force, tu es obligé de faire les choses pour essayer de t'en sortir et tu es en résistance constamment à la vie. Et au-delà de… Après la colère fait partie de ce premier niveau. Colère, tu es à 50. Okay. Tiens, je peux te le sortir. C'est… ça me parle. C'est peut-être toi d'ailleurs qui m'en a déjà parlé, je pense, parce que je vois ce visuel. Ouais. Ouais, voilà, c'est celui-là. Tac. Ah bah putain, on va continuer. Mais, voilà. Ok, voilà. Effectivement, tu vois, là, à 200, tu passes justement dans ce qu'il appelle le pouvoir, et en dessous de 200, tu es dans ce qu'il appelle la force. Et donc, effectivement, le plus bas, c'est shame, guilt, donc culpabilité, honte, culpabilité, apathie, deuil, peur, désir. Et souvent, en fait, c'est exactement ça. C'est que la stabilité et le fait de vouloir constamment augmenter son chiffre d'affaires chaque mois est basé justement sur le socle, c'est la peur. Et au-delà de la peur, une fois que tu commences à transcender la peur, il y a le désir qui émerge. Mais sous le désir, il y a encore la peur. Okay. Au-dessus, tu as le stress. Ensuite, la colère, la fierté, l'orgueil. Et beaucoup de l'entrepreneuriat va se trouver entre 100 et 200. Pourquoi? Parce qu'en fait, surtout l'entrepreneuriat en ligne. Parce que l'entrepreneuriat en ligne, il est vendu, la plupart du temps, les messages marketing sont vendus à des gens qui détestent leur travail. Et c'est souvent l'accroche. Vous détestez votre travail, découvrez l'entrepreneuriat en ligne, c'est une nouvelle solution. Et tous les quelques années, c'est une nouvelle mode. Ça peut être le closing, ça peut être vendre des formations en ligne, ça peut être vendre du coaching. Mais en fait, la plupart prennent des gens qui sont en souffrance et en survie. Et on va chercher des gens qui sont dans l'apathie, la honte et qui sont impuissants. À partir de là, on leur colle l'énergie qu'ils sont capables d'avoir, qui est juste au-dessus, qui est le désir. Le désir d'avoir une vie sous les palmiers. Tous ces désirs-là. Pour les amener un peu plus haut, mais qui est toujours assez bas en termes de vibration, qui est la fierté, l'orgueil de maintenant j'ai la Lambo, maintenant j'ai ce truc-là, mais qui est toujours un niveau en fait assez impuissant. C'est-à-dire que selon David Hawkins, et je suis assez d'accord avec cette idée, tu peux commencer à avoir une vie qui est satisfaisante qu'à partir du moment où tu passes dans des niveaux de vibration à partir de 250 plus. La neutralité. Sinon, tu es tout le temps en résistance et peu importe ce que tu obtiens à l'extérieur, tu as toujours peur de le perdre. Et en fait, pour moi, le désir de stabilité, justement, et le désir de faire du chiffre d'affaires, un chiffre d'affaires augmentant toutes les semaines ou tous les mois, c'est juste un désir qui est basé là entre 100 et 200 en termes de vibration et qui reste peu satisfaisant et qui maintient justement
les gens dans cet attachement à faire plus de chiffres et qui, du coup, maintient les gens dans une forme de souffrance. Voilà, c'est mon idée. Et du coup, c'est pour ça que je suis assez inspiré de pouvoir aborder aussi l'angle de la stabilité sous celui qu'on l'aborde aujourd'hui, sans jeter à la poubelle les outils qui sont avant. Parce que, d'ailleurs, on pourra faire une transition à un moment donné, à mon avis, sur les outils, David. Quels sont les outils qui existent, qui peuvent permettre justement en tout cas, d'avoir une acquisition client à la hauteur de la mission d'entreprise, parce que je pense que derrière cette acquisition de clients, souvent les gens, j'ai souvent j'ai souvent eu ce questionnement avec des clients en leur disant, en fait, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que si tu avais 100 clients qui attendaient chez toi de payer 10 000 € et qui sont prêts à te les donner demain, est-ce que tu aurais besoin de cette stabilité? Ah non. OK. Donc, en fait, ce que tu veux, ce n'est pas de la stabilité. Ce que tu veux, c'est de la confiance dans la demande. Ce que tu veux, c'est savoir générer de la demande. Et je pense qu'on peut peut-être remplacer le besoin et l'illusion de vouloir avoir de la stabilité et toutes ces choses-là, qui n'arrivera pas. On ne l'a jamais eu, nous. OK. On a réussi à avoir une demande constante. Ou seulement temporairement. Ou temporairement. Voilà. Ou temporairement. Ou temporairement. Mais on n'a jamais eu une acquisition où tu reviens tous les mois, on a le même chiffre. C'est-à-dire qu'il y a des mois où on avait 200, des mois où on faisait 400, mais on a des mois où on faisait 300, des mois où on faisait 150, des mois où on refaisait 450. Bref, on a toujours eu ça, en fait. Donc, on n'a jamais eu cette stabilité. Par contre, on avait une demande qui était au-dessus de nos objectifs et nos besoins de survie. Et ça, je pense que c'est ça l'objectif plus sain à aller chercher, c'est une confiance et des stratégies qui te permettent de développer une demande plus importante que ce dont tu as besoin. Et ça, pour moi, c'est donner du pouvoir à nos clients. Ouais, non, d'accord. Et il y a pas et en fait, quand on parle, tu vois, moi, quand je visualise en fait, comment dire, le développement d'entreprise ou même les Facebook, quand on dit le coût moyen sur Facebook, parce qu'un coût moyen d'un prospect ou quoi que ce soit sur Facebook, il est jamais stable. Ouais. Mais moi, je peux voir une forme de stabilité. C'est pas une ligne droite, c'est pas des points, c'est sur une tranche. Tu sais, comme, je sais pas, sur les carnets de santé, je sais pas pourquoi j'ai cette image qui me vient, le carnet de santé des enfants, tu crées ta courbe de croissance dans les premières années de ton enfant, et en fait, ça te crée une frange. Entre le poil plus bas et le poil plus haut. Puis tu vois, toi, comment bon, là, ça n'a rien à voir, mais c'est cette image de frange. Et en fait, tu peux trouver de la stabilité, de mon point de vue aussi, quand tu connais quelque part un peu la frange dans laquelle tu oscilles. Et parfois, ce sera un peu plus, parfois, ce sera un peu moins, mais c'est d'avoir quelque part une vision moyenne des choses. Et c'est ça qui te donne aussi de la confiance et de la stabilité, et que tu n'as pas peur s'il y a, enfin, pas dans la peur ou dans la colère ou dans la frustration, donc que sais-je, tout ce qui est montré en bas, si on est en dessous de certains seuils, parce que la stabilité, elle se trouve, je pense aussi, en une sorte de forme de moyenne qui fait que ça aussi, comme ça, tu as une frange qui t'amène cette stabilité à peu près, quoi. Il y a aussi ça peut-être à intégrer. Enfin, que j'aimerais carrément. En fait, c'est passionnant ce que tu dis parce que c'est exactement ce qui se passe dans tous les domaines de vie. Et la différence dans les personnes qui maîtrisent un domaine de vie ou les personnes qui sont disempowered, je ne sais pas comment on dit en français, qui manquent de pouvoir, qui manquent de pouvoir dans un domaine de vie, c'est que les personnes qui maîtrisent un domaine de vie sont à l'aise avec les oscillations qui existent dans ce domaine de vie. C'est-à-dire que tu regardes, alors que les autres paniquent dès qu'il y a une oscillation et du coup vont créer toutes ces émotions de peur, de culpabilité, de honte qui les rendent encore plus impuissants. Et on peut le voir dans n'importe quel domaine de vie. Tu regardes dans les finances, tu regardes les meilleurs investisseurs sont à l'aise avec le fait que sur une période de 10 ans, il va y avoir des périodes de crash, il va y avoir des périodes de high. Et ces gens-là restent stables, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'émotion par rapport à ces oscillations. Au contraire, ils sont capables de les utiliser stratégiquement. Alors que les gens les plus impuissants financièrement vont arriver sur le marché, il va y avoir un high, ils vont remettre de l'argent, alors que c'est justement l'inverse qu'il faut faire quand le marché évolue. Et inversement, tu regardes par rapport du coup à la finance, ça s'applique également par rapport à la santé, au poids. Si tu regardes les personnes qui ont le moins, qui ont une relation la plus saine à leur poids, à leur corps,
sont des personnes qui sont très à l'aise à prendre 1 ou 2 kilos ou perdre 1 ou 2 kilos. Tu regardes, personne ne pèse le même poids toute l'année. On Oui. a tous des oscillations qui vont entre de -2 à +2, je pense. Enfin, si je regarde moi, je pense que tu as Tu te peut-être pèses, toi? je me pèse une fois par an, je crois, un truc comme ça. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Enfin, moi, je me pèse une fois par an, j'en sais rien en fait. Ouais, c'est ça, exactement. Mais je vois que je suis Mais quand même. probablement, enfin, Des fois, tu te regardes dans la glace, tu vois que tu es peut-être. Voilà, là, je suis à +2 là. ouais, voilà, tu sais, ouais, bon, là, oui, il y a un petit plus. Mais mais, pour, mais, mais tu vois, tu es à -2 +2. Et en ouais, fait, c'est justement le fait de chercher la stabilité qui est une attente irréaliste dans n'importe quel devis, que dans n'importe quel domaine de vie, qui domaine de te vie, rend ouais. dingue. Tu vois, ceux qui ont le plus de problèmes, qui créent le plus de Ouais. tension avec leur poids, c'est ceux qui prennent 1 kilo, ça les rend dingues. Ils ont peur. Ils commencent à tout contrôler dans la nourriture. Ils commencent à réprimer certaines parts d'eux-mêmes qui s'expriment par compulsion. Et ils Ouais, voient pas l'attente de la stabilité dans le business, c'est un peu l'attente. comme l'attente d'avoir Voilà, un couple dans lequel il n'y a jamais de dispute, quoi. exactement. Bah, moi, j'ai un couple dans lequel il n'y a jamais de dispute, mais Ouais, mais ça, c'est l'exception qui confirme la règle. Mytho. ouais. Euh, mais tu vois, en fait, dans tous les domaines, cette attente de la stabilité est une attente irréaliste qui ne Ouais. peut être vendue qu'aux gens qui ont le moins de pouvoir dans un domaine de vie. Et cette attente qui leur est vendue et à laquelle ils croient parce qu'ils cherchent à croire ce genre de truc, continue à les maintenir dans une forme d'impuissance. Yes. Ok. Je trouve que c'est une belle, comment dire, Conclusion? belle phrase de conclusion plus qu'une phrase de transition. Bah, du coup, à la limite, on peut faire une partie 2. Je On peut pense faire une que, partie voilà, 2. moi, ce que je propose, c'est que là, je vois que, moi, enfin, à mon avis, c'est pas un truc, en 10 minutes, moi, je pense que la question qu'on peut se poser, c'est, OK, bon, là, ça c'est fondamental. Et effectivement, ça, c'est vraiment ta patte et ton, comment dire, ton unicité, en fait, que moi, je Ouais. perçois dans les approches business. Et on ne va pas prendre un sujet et en parler de la façon courante, parce que si on fait ce que la majorité des gens font, malheureusement, il faut s'attendre à voir et à obtenir ce que la majorité des gens font. Et la majorité des gens regardent les effets plutôt que les causes, en fait. Voilà. Et du coup, prendre ce regard-là, effectivement, et revenir à l'intérieur et redonner le pouvoir aux personnes qui écoutent l'émission avant de pouvoir parler de tactique, de stratégie, de choses, c'est vraiment fondamental, effectivement, parce que quel que soit ce qui va être mis en place, parce qu'il y a plein de façons, finalement, de matérialiser une acquisition client dans l'objectif d'avoir, effectivement, cette capacité à savoir de la prédictibilité, d'avoir un système qui nous permet de savoir comment développer notre entreprise au rythme où on a envie et au niveau où on en a envie. Mais si d'abord, on n'a pas effectivement conscience d'avoir cette vision long terme, d'être capable de développer, de mettre l'emphase, le focus sur la compétence avant le système, et qu'on ne fait pas la différence entre la confiance conditionnelle dont on parle et la confiance inconditionnelle, qui est indispensable à tout ça, au final, ça ne sert à rien. Donc, je pense effectivement, ce sera peut-être mieux d'avoir une version, une partie 2 dans laquelle on peut rentrer dans le comment, en fait, et dans ce genre de choses. Enfin, si ça t'inspire d'en parler. Clairement. Et en fait, je suis très inspiré de faire ce genre d'épisode en partie 1, partie 2, et de pouvoir vraiment aborder nos deux regards sur les choses, parce que pour moi, le regard que je pose, il est assez fondamental et hyper important sur les choses, parce que c'est l'énergie derrière la forme, et la forme est toujours créée par l'énergie qui a créé. En tout cas, l'énergie et l'intention de base, tu la retrouves toujours dans le résultat final. Donc, pour moi, il est hyper important à explorer, et c'est ce qu'on fait avec nos clients. C'est-à-dire que avant de les envoyer voir David, le premier call qu'ils ont dans Croissance Harmonieuse, c'est avec moi justement pour aborder ces choses-là, et que moi, je leur permets de voir ce qu'ils ne voient pas sur l'énergie derrière la forme, et qu'est-ce qui crée les symptômes qu'ils observent dans leur vie à un autre niveau que stratégique. Parce que c'est ce qui me passionne, c'est ce qui m'a toujours fasciné, et ce qui me fascine depuis maintenant 13 ans, c'est pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait, et pourquoi est-ce que malgré toutes nos bonnes intentions, malgré toutes nos actions, parfois on est incapable d'obtenir les résultats qu'on veut, quel que soit le domaine de vie. Et j'ai découvert ça justement lorsque j'avais des addictions, et que j'avais beau avoir une certaine intention, j'étais incapable de la tenir.
Et depuis ce jour-là, ça me passionne. Et je me suis associé aussi avec David pour cette raison. C'est-à-dire que moi, ce qui me passionne et là où je sais vraiment faire une différence, c'est dans être capable de repérer l'énergie derrière la forme chez nos clients, derrière la forme de leurs actions, derrière ce qui se passe chez eux, derrière leurs peurs, leurs insécurités, leurs besoins de stabilité, toutes ces choses-là. En gros, pourquoi est-ce qu'ils font ce qu'ils font et pourquoi est-ce que ça bloque? Mais à côté, je ne suis pas non plus en train de dire la stratégie, ça ne sert à rien. Je suis un stratège et je suis quelqu'un… Tu es un très bon stratège, tu es un Ouais. très bon marketeur. mais je suis moins fasciné que toi là-dedans et je n'ai pas le même… comme ce que je regarde plus, c'est l'énergie que la forme. Du coup, forcément, je vais mettre moins d'emphase sur la forme. Je ne vais pas être capable de mettre la précision, la finesse que tu es capable de donner dans les analyses. Et ce matin, avec David, on se posait une question qui était qu'est-ce que nos clients perdraient s'ils allaient ailleurs, en fait? Et je pense que, en fait, ce que nos clients perdraient s'ils allaient ailleurs, c'est justement ça, c'est cette capacité à avoir cette double analyse qui est quelle est l'énergie derrière la forme. Et en fait, pour moi, il y a 50% des clients qu'on va avoir, il y a 50% des clients qu'on va avoir sur lesquels ce qui bloque, c'est un niveau énergétique, un niveau psychologique, émotionnel, psycho-émotionnel, énergétique, ce que vous voulez, mais en tout cas, un niveau qui est interne et qui n'a rien à voir avec les stratégies externes. Et 50% de nos clients, ils ont plutôt besoin, c'est clean, tout est clean dans leur énergie, dans tout ça. Ils ont juste besoin de développer une compétence. Par contre, ce qui est assez paradoxal, c'est que chez nos clients qui pensent le plus avoir besoin d'une compétence, on peut observer que souvent, ils ont besoin d'un autre regard. Et ceux qui perçoivent le plus avoir besoin d'aller encore cleaner qui ils sont, lever leur blocage et tout, non, ils ont juste besoin d'aller sur leur stratégie, c'est bon, c'est assez clean. Et je pense que c'est ça qu'on est vraiment capable d'apporter, c'est être capable de diagnostiquer ce que le client ne voit pas, mettre de la lumière sur l'ombre qu'il ne voit pas, et derrière lui donner la solution, que son challenge soit purement stratégique, compétence, tactique, ou que son problème soit purement énergétique, émotionnel, psychologique. Et le mot-clé qui est ça, c'est vraiment la notion de finesse, que ce soit au niveau stratégique, tactique ou au niveau émotionnel. C'est la finesse, effectivement, des conseils, de là jusqu'où on peut aller là-dessus. Et ça me fait penser à cette fameuse phrase que tu dis souvent, c'est quoi? C'est la spiritualité sans matière. Elle vient pas de moi, cette phrase. Elle vient de je sais. Spirit without matter is useless and matter without spirit is motionless. Donc, l'esprit sans la matière. L'esprit sans la matière n'a pas d'utilité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'existence. S'il n'y avait pas de matière, il n'y aurait pas d'existence. Et s'il n'y a pas de… Et la matière sans l'esprit, en fait, il n'y a pas de mouvement. C'est-à-dire que la matière, s'il n'y a pas d'esprit, s'il n'y a pas d'énergie derrière, elle est inerte et elle ne bouge pas et elle ne sert à rien. Et ça se retrouve effectivement dans le business aussi. Ok, cool. J'aurais l'autre à rajouter, je crois, pour aujourd'hui. Ok, cool. Dites-nous en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de ce nouvel épisode. Je vous rappelle que vous avez le lien de feedback qu'on vous met dedans. Sentez-vous libre vraiment de l'utiliser. C'est anonyme, à vrai dire. Pour l'instant, je fais ça comme ça. Je n'ai pas demandé quoi. C'est anonyme, donc vous pouvez vous sentir libre de nous faire un feedback sincère et honnête. Nous, vraiment, c'est dans cet objectif, cette intention d'amélioration continue et de mieux vous servir qu'on vous demande ça. Donc, sentez-vous libre de le faire. Juste pour les sujets où je vous demande le nom et prénom, c'est juste si vous citez, si vous avez envie qu'on vous cite. Ce n'est pas du tout une obligation, mais si vous en avez envie, eh bien, on le fera avec grand plaisir lors des prochaines émissions. Voilà, on ne savait pas du tout où ça allait partir aujourd'hui. C'est parti dans la direction que ça devait prendre. Merci Julien pour ce super échange. Merci, et David. puis à bientôt la semaine prochaine pour le prochain épisode. Avant que j'arrête l'enregistrement, est-ce qu'on fait un appel à l'action? Pour moi, il faudrait éventuellement… J'ai l'impression que ce genre d'émission, c'est pas fait pour ça. Enfin, c'est pas fait. Si, on peut le faire, mais je veux dire, je le fais pas dans cette énergie-là. J'en ai jamais fait un sur le podcast. Ouais, il y a plein de… Ouais, je suis d'accord. Je pense que c'est pas nécessaire. Enfin, en tout cas, tu vois, là, ça viendrait d'une force, justement, et d'une pression. Donc, on serait pas naturel. Enfin, ça vient pas d'un élan naturel. Je pense qu'il y a des épisodes où on aura envie de le faire dans un élan. Ouais. Et je pense que, tu vois, ce que j'ai abordé à la fin, ça venait d'un élan.
et sous une forme, je vends l'idée de travailler avec nous, tu vois. Oui. Donc, ça me paraissait naturel, c'était fluide, mais je pense que là, le rajouter, ce ne serait pas naturel. Ouais, je suis d'accord.